commencer évidemment par ce qui s'est passé dans une mosquée dans le Gard, ce drame vendredi, avec une information judiciaire pour meurtre avec préméditation et à raison de la religion qui a été ouverte par le procureur. On fait le rappel de ce qui s'est passé avec Anaïs Boucher et on en débat ensuite. Après 3 jours de traque, le suspect s'est finalement rendu. Pour les habitants de la Grand Combe, c'est un soulagement. Tout le monde avait peur. Voilà. Vous voyez, il y a des gens qui amènent leurs enfants ici pour prendre le bus. Alors, non, faut pas. Non. C'est pas bien ça, ce qu'il a fait. Considéré comme très dangereux, l'homme était recherché depuis 3 jours par plus de 70 policiers et gendarmes. Identifié comme étant de nationalité française et d'origine bosnienne, il est suspecté d'avoir tué un jeune homme malien d'une 40aine de coups de couteau dans une mosquée de la Grand Combe au nord d'Alès, avant de le filmer en train d'agoniser, tout en insultant la religion musulmane. Il aurait ensuite tenu des propos sous-entendant qu'il allait recommencer. Ayant pris la fuite, l'auteur des coups s'est finalement présenté dans un commissariat du centre de l'Italie hier soir. Il aurait bénéficié de l'aide de complices dans sa fuite. Les magistrats et les enquêteurs ont fait preuve d'une grande détermination et d'un grand professionnalisme qui a permis d'obtenir des résultats dans des temps très courts. Je veux les féliciter chaleureusement. Un mandat d'arrêt européen va être émis en vue de son transfèrement en France. Une information judiciaire pour meurtre avec préméditation et à raison de la religion a été ouverte. L'enquête va être conduite par un juge d'instruction du pôle criminel de Nîmes. Alors Louis de Ragnel, il y a 2 choses. Il y a à la fois cette ouverture d'une information judiciaire pour meurtre avec préméditation et à raison de la religion. Et puis il y a ce que dit le suspect. Il est actuellement en Italie, c'est là qu'il s'est rendu. Il s'est enfui, Toscane. Il s'est rendu en Toscane. Il dit mais qu'il nie avoir agi par haine de l'islam. C'est ce qu'il a dit à son avocat, qui s'empresse de le dire aux médias pour dédouaner son client, on l'imagine. Absolument. Il a aussi dit qu'il a tué la première personne qu'il avait trouvée devant lui. On voit bien que ça, c'est vraisemblablement une stratégie de défense. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est son avocat qui parle et c'est pas lui. Donc ce sont des propos rapportés. Ce qui sera intéressant, c'est de voir l'établissement de la vérité, l'établissement des faits, ce qui s'est réellement passé. Et au moins, tout le monde sera fixé et ça mettra fin à toute polémique ou toute surinterprétation de ce. Et il a accepté son extradition vers la France, donc ça c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que dans les prochains jours, il pourra être interrogé par des enquêteurs français sur ce qui est un drame absolu. On va évoquer aussi l'aspect politique. On reviendra sur les faits dans un instant. Parce que hier, il y a eu une manifestation, j'y faisais référence dans mon éditorial, à l'appel de la gauche, dans lesquels il y a des slogans qui ont été dits qui ne sont pas acceptables. On va d'abord écouter Jean-Luc Mélenchon, qui a dénoncé un climat d'islamophobie en visant notamment le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Nous sommes tous pénétrés de la violence que tout cela exprime. Et, comme souvent, nous savons qu'elle ne surgit pas de rien. Dans notre pays, une ambiance, un climat islamophobe a été entretenu, cultivé des mois durant. Et chacun, jusqu'au plus officiel, s'est senti autorisé à faire des déclarations dont sans doute peut-être il ne mesurait pas toute la portée et toute la violence pour ceux qui avaient à la subir. Il est temps de dire à tous ceux qui de bonne foi hésitent parfois sur les mots que ce qui s'est passé est qualifié par nous d'islamophobe parce que c'est au-delà de la haine de l'islam. C'est au-delà d'une critique de la religion. C'est un acte qui, par définition, déshumanise celui contre lequel il est mené. Voilà pour Jean-Luc Mélenchon. On va tout de suite écouter la réaction de Bruno Retailleau qui lui accuse la France insoumise d'instrumentaliser ce drame. Bruno Retailleau. Ils instrumentalisent ce crime. Ils l'instrumentalisent. Je n'hésite pas à le dire. Et je pense qu'ils ne rendent pas service à nos compatriotes musulmans. Ils ont une formidable ambiguïté vis-à-vis de l'islamisme, qu'ils ne dénoncent jamais, et ils ont une extraordinaire complicité avec l'antisionisme qui leur permet souvent d'attiser les braises rougeoyantes de l'antisémitisme. Ce qu'ils ne cessent de faire, c'est un communautarisme pour draguer le vote des Français musulmans. Et en faisant cela, ils veulent les séparer de la communauté nationale. C'est extrêmement grave et ça fait d'abord mal à nos compatriotes musulmans. Voilà pour Bruno Retailleau. Eugénie Bastier, votre réaction ? Oui, alors d'abord, je remarque que Bruno Retailleau, lui, a eu des mots de compassion pour la victime et a déclaré son empathie et a condamné fermement ce drame et a mis tout en œuvre pour qu'on retrouve le coupable. Je rappelle que Jean-Luc Mélenchon, lui, quand il y a un drame qui touche
quelqu'un qui n'est pas de la communauté à laquelle il vise, il se tait, comme pour le meurtre de Crépol, où il n'a pas eu un seul mot, sauf pour condamner l'ultra-droite, qui était dans la récupération à l'époque, d'après lui. Ensuite, je constate que le profil du tueur ne correspond pas à celui d'un suprémaciste blanc électeur de Marine Le Pen. C'est un Bosnien. Alors, Bosnien, donc c'est un habitant de la Bosnie qui n'est pas bosniaque, qui n'appartient pas à la communauté musulmane, mais qui est sans doute chrétien et rom. Et je remarque aussi que la Bosnie se caractérise aussi c'est un pays qui a traversé de conflits interculturels, interethniques très 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 violents, notamment entre musulmans, catholiques, serbes, bosniaques, etc. Et donc c'est peut-être pas un produit totalement de la France d'aujourd'hui ou de la société française, et c'est peut-être une importation là aussi d'un conflit ethnique qui vient d'un autre pays. Région. On ne sait pas en tout cas les motivations profondes, mais quand on voit le profil, il ressemble plus à il peut y avoir aussi cette dimension d'importation d'un conflit d'ex-Yougoslavie. Gauthier Lebret. Bon, la manifestation d'hier, Place de la République, était une manifestation contre l'islamophobie. C'est important de reprendre ce terme, parce que Jean-Luc Mélenchon l'a redit là dans le sonore qu'on vient d'entendre. Je rappelle que Jean-Luc Mélenchon dénonçait il y a quelques années l'emploi de ce terme islamophobie. Et on voit bien la confusion sur laquelle joue la France insoumise, c'est faire taire toute critique de l'islamisme. Ils essayent, c'est eux qui font une espèce de raccourci entre islam et islamisme en empêchant toute critique de l'islamisme, puisqu'ils ciblent Bruno Retailleau, qu'ils rendent responsable du drame absolu, monstrueux, des dizaines de coups de couteau dans cette mosquée du Gard. Et donc il y a une tentative de rendre responsable le ministre de l'Intérieur suite à ces critiques sur l'islamisme. Donc c'est évidemment insupportable. La manifestation d'hier, au-delà de son titre, il y a un député PS, Jérôme Guedj, qui a été chassé de la manif, qui a été chassé, vous avez raison, à mon avis, il a été chassé parce qu'il y a un relent antisémite derrière. On lui reproche à lui aussi d'être complice, c'est insupportable. Et enfin, il y a l'assistant parlementaire, vous l'avez rappelé dans votre édito, Laurence, de Ercilia Soudet, interdit d'Assemblée nationale parce qu'il appelait déjà à l'intifada. Ensuite, ça ne lui a pas suffi. Il appelle jeudi à déborder le cadre policier, donc lors des manifestations du 1er mai. Il a fait un appel à plusieurs reprises dans ce sens. Et alors là, c'est carrément les ligues maintenant. Il veut des ligues d'autodéfense pour, eh bien, parce qu'il dit que l'État est incapable de nous défendre. Populaire. Voilà, pour se défendre lui-même. Donc des brigades. Moi, ça m'a fait penser vraiment aux ligues fascistes qu'on a connues exactement avant-guerre. Donc c'est un discours séditieux. C'est un discours de guerre civile. C'est aussi simple que ça. Tout conflictualisé en permanence. Joseph Massescaron, rapidement, je voudrais vous entendre, Louis aussi. Mais rapidement, c'est-à-dire qu'on a, pendant longtemps, c'est-à-dire on a également analysé le communautarisme politique de Jean-Luc Mélenchon et de ses amis en disant, voilà, ils espèrent, du point de vue électoral, gagner, franchir un pas. Mais en fait, quand on voit et quand on entend ce qui a été rappelé par Gauthier, les propos de l'attaché parlementaire de Mme Soudet, et même quand on voit l'atmosphère, et d'ailleurs c'est pas la première fois qu'il y a des appels à l'intifada, à la sédition, c'est-à-dire que la logique est devenue une logique purement insurrectionnelle. C'est-à-dire que ce n'est plus une logique même de gauche radicale, c'est d'extrême gauche. C'est-à-dire et on revient à une forme extrêmement particulière, c'est-à-dire c'est de l'islamo-trotskisme. Voilà, c'est tout. D'accord. Louis de Ragnel. Non, mais je trouve que la dimension de la tactique politique, Gauthier Lebret l'a très bien décrite. Et puis, il y a une volonté de prendre en tenaille les musulmans français, en réalité. Parce qu'en posant le fait qu'il y a une islamophobie d'État incarnée par Bruno Retailleau et par tout le gouvernement globalement, et que derrière, en réalité, tous les musulmans n'ont pas d'autre choix que d'être dans une position victimaire, il empêche tout musulman modéré de se sortir de cette nasse, de dire bah non, en fait il existe une autre voie, il n'y a pas d'islamophobie en France, et donc il essaye de créer l'amalgame, de forcer les musulmans modérés dans les griffes, dans les mains de l'islamisme radical. Et ça, pour le coup, ça a été théorisé. C'est la stratégie des frères musulmans. À chaque fois, d'essayer de montrer que le seul refuge des musulmans modérés, eh bien, ce sont eux. C'est l'islam radical, l'islam politique. Jean-Sébastien Ferjou, rapidement là-dessus.
Oui, ce qui est très choquant dans les commentaires qu'on a entendus, c'est d'essayer d'opposer finalement les concurrences, une compétition victimaire et un eux contre nous. Il y a un ils contre nous. Quand on a entendu des gens qui disent ils nous tuent, un certain nombre d'influenceurs, d'activistes, non pas musulmans, mais qui s'auto-proclament comme s'ils étaient les représentants de quoi que ce soit, alors qu'ils ne le sont que d'eux-mêmes. Qui est ce il et qui est ce nous? Et ce qui est très grave, c'est de voir des gens comme Jean-Luc Mélenchon, qui était républicain dans une vie antérieure et qui a totalement renoncé à l'universalisme de la République et qui effectivement entretient, parce qu'il le fait, il se moque de ce que vivent ou pas les musulmans. Il y avait cette scène très émouvante où on voyait cette femme qui exprimait la peur, et on peut comprendre la peur, l'inquiétude, le choc qu'ont ressenti un certain nombre de Français musulmans dans le pays. Maintenant, on n'est pas obligé de jeter de l'huile sur le feu des ressentis victimaires. On peut aussi regarder froidement les chiffres. Il me semble que les Français se sont montrés globalement relativement résilients malgré les différents conflits que nous avons traversés, malgré les différents attentats auxquels le pays a été confronté, et qu'un discours politique responsable est un discours qui ne dresse pas les uns contre les autres, parce que quand on entend des gens, Monsieur Pigasse par ailleurs, qui se vante de mettre ses médias au service de ces causes idéologiques, parle d'islamophobie d'État, d'État, mais c'est parfaitement scandaleux. Il n'y a pas de discrimination contre les musulmans dans ce pays. Il y a certainement des gens qui n'aiment pas les musulmans parce que la connerie, c'est la nature humaine et que ça existe dans toutes les communautés, mais il n'y a pas d'islamophobie d'État, il n'y a même pas chez les Français de sentiment contre les musulmans. Il y a une inquiétude sur l'islamisme. Ça n'est pas la même chose. Ce sont eux qui font l'amalgame entre les islamistes et les musulmans. C'est comme vouloir rendre Bruno Retailleau responsable de ce qui s'est passé, et comme le procès qui lui est fait, que je trouve hallucinant, d'être allé un peu trop tard, auprès de la communauté musulmane. Je rappelle que le vendredi, on ne sait pas si c'est à caractère anti-musulman. C'est dimanche que le procureur dit que c'est une piste, et dimanche, Bruno Retailleau est auprès de la communauté musulmane. On lui a même posé la question, est-ce que si ça avait été une synagogue ou une église, vous seriez allé plus rapidement sur place? On est à ce niveau-là de polémique en France. Je trouve ça incroyable. Il y est allé d'ailleurs bien avant la polémique. Non, mais il a tweeté tout de suite. Et il a bien sûr. Il n'a pas attendu la polémique pour y aller. Petite 8h18 de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Linda Kebab. Bonsoir à vous, secrétaire national du syndicat de police Unité. On évoque ce drame du Gard, ce qui s'est passé dans cette mosquée où un homme a été poignardé à de dizaines de reprises par un autre homme de 21 ans. Le suspect est actuellement en Italie. Il s'est enfui, il s'est rendu ensuite aux autorités italiennes. On a beaucoup d'informations contradictoires concernant cet individu de 21 ans qui à la fois dit qu'il n'a rien contre l'islam et qu'il n'a pas agi par haine de l'islam. Et on a évidemment cette information judiciaire pour meurtre avec préméditation et à raison de la religion qui a été ouverte par le procureur de la République de Nîmes. Est-ce qu'on peut dire que c'est une stratégie de défense qui lui a peut-être été suggérée par son conseil de dire qu'il n'avait rien contre l'islam alors que son acte le prouve? Oui, très probablement, puisque le fait d'agir en raison d'une haine ou d'un rejet est une circonstance aggravante. Donc, de fait, il est logique, et c'est une défense qui apparaît de manière très courante, que la notion, qu'elle soit raciste, anti-religion, etc., soit écartée d'office par la défense. Donc, et j'ai envie de dire, rien de surprenant. Reste que malgré tout, il y a cette vidéo atroce durant laquelle il profère des mots qui sont suffisamment clairs pour se dire que la qualification est largement légitime, oui. Pourquoi le parquet national antiterroriste n'a-t-il pas été saisi, Linda Kebab, à votre avis? Alors c'est vrai que ça interroge, puisque clairement il manifeste face à haine de l'islam, il insulte le Dieu des musulmans, donc il y a une forme d'islamophobie quand même qui apparaît dans cette vidéo. Néanmoins, c'est vrai que quand on parle de terrorisme, on en oublie, et c'est peut-être, je pense, la banalisation des actes terroristes sur notre territoire qui font qu'on finit par en oublier en fait le sens même du terrorisme. Le terrorisme, c'est quoi? C'est la terreur idéologique, c'est-à-dire le fait d'abattre la violence, le désordre, le crime, parce que derrière il y a une idéologie potentiellement. En tout cas, c'est mon avis. J'imagine que le PNAT ne s'est pas saisi. Parce que déjà, c'est assez inhabituel sur notre territoire. C'est exceptionnel. C'est un drame auquel personne ne peut s'attendre. Déjà, en soi, parce qu'il est affreux. Mais aussi, c'est parce que depuis de nombreuses années, on a pris l'habitude, lorsque l'on voit une personne brandir un couteau, crier Allahu Akbar, se dire, derrière, il y a une idéologie au moins pro-Daesh ou ersatz. Là, pour le coup, c'est quelque chose d'assez inhabituel. Et donc, je pense que le PNAT y est allé, il va en tout cas avec beaucoup de prudence, d'où l'absence de saisine. Là où on doit s'interroger, et je pense que c'est la suite de l'enquête qui va le dire, c'est qu'est-ce qui a guidé l'action de cet homme? Est-ce que c'est un simple déséquilibré qui a exprimé sa haine de l'islam en tuant?
Ou est-ce que derrière, il y a peut-être une allégeance ? On va peut-être découvrir peut-être des groupes de personnes qui se montent la tête, pour dire les choses très trivialement, la tête entre elles, et qui ont envie de semer le désordre dans notre pays. On ne sait pas, et ça, on va le voir progressivement avec l'enquête. Mais je pense très sincèrement que c'est une question de prudence. Monsieur Louis Dragnel, on sait quelque chose sur lui, qu'il est âgé de 21 ans, qu'il est bosnien, c'est-à-dire qu'il vient de la Bosnie-Herzégovine, mais qu'il n'est pas bosniaque. C'est bien cela. Il est né sur le territoire français, il est issu d'une famille nombreuse, et donc au moment de sa cavale, quand il est a français, fui bien sûr. en Italie, il a été chez une tante, je crois, et c'est sa tante qui essaie de le convaincre, de lui dire en fait il faut se rendre à la police. Donc voilà, mais on ne sait pas énormément de choses à ce stade sur cette personne. Gauthier Lebret, évidemment, il y a toutes les accusations d'islamophobie qu'on a évoquées, les accusations politiques portées notamment par la France Insoumise et une partie de la gauche radicale. Et puis il y a l'enquête. Et l'enquête, il va falloir attendre qu'elle avance à partir du moment où il sera extradé, puisqu'il a accepté d'être extradé vers notre pays. Oui, et le procureur, je l'ai trouvé extrêmement prudent hier. Il a dit évidemment que la haine anti-musulmane, Linda Kebab l'a rappelé, il suffit de se faire l'écho de cette vidéo absolument monstrueuse où il tient des propos anti-musulmans absolument abjects. Ces dizaines de coups de couteau qui font froid dans le dos. Et c'est, à mon sens, la raison de la prudence de Bruno Retailleau, qui a attendu 48 heures pour se rendre sur place, parce qu'il s'est rendu sur place à partir du moment où le critère anti-musulman était retenu. Après, le débat sur l'islamophobie, puisque c'était le terme employé par Jean-Luc Mélenchon hier, de cette manifestation, c'est un débat qui fait polémique au sein même du gouvernement. François Bayrou a utilisé le terme d'islamophobie. Manuel Valls a répondu ensuite, le ministre d'État des Outre-mer, que lui, il n'utilise pas le terme d'islamophobie, puisque c'est un terme piégeux, selon lui, qui est utilisé par les frères musulmans pour faire taire toute critique de l'islamisme. Et donc, c'est le débat politique en ce moment. Il y a aussi, est-ce que cette polémique déjà sur le déplacement, le délai du déplacement du ministre de l'Intérieur a un intérêt ou pas à vos yeux, Linda Kebab ? Écoutez, de ce qu'il semble dire, c'est que la communauté musulmane sur place dans le Gard ne lui en tient absolument pas rigueur. Et ce qui est importé pour eux, c'était de voir en effet les autorités reconnaître les musulmans comme des concitoyens comme les autres, en fait. C'est même pas un droit à la tolérance. Moi, je suis toujours assez, d'ailleurs, interpellée par l'expression tolérance, et je ne t'aime pas, mais je te tolère. Non, c'est une forme de droit à l'indifférence. À partir du moment où les autorités se sont déplacées et ont fait part bien de leur solidarité, sur place, il n'y a pas de polémique. Autre chose inquiétant, et on va écouter Laurent Nunez, préfet de police de Paris, qui était notre invité ce matin, l'invité de Sonia Mabrouk, à propos d'un assistant parlementaire de la France Insoumise qui, lui, demande carrément l'organisation de groupes de défense qui revient à constituer des brigades. Voilà. Écoutons Laurent Nunez. Important. Il y a eu au sein de ça, de tout cela, effectivement, le nouvel appel de Richie Thibault. Il avait déjà appelé à l'insurrection, à la quasi-insurrection pour le 1er mai. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai saisi la justice. Je comprends d'ailleurs de sa propre communication, puisqu'il a publié il y a quelques jours un communiqué de presse en disant qu'il allait être convoqué. Donc je comprends que ma saisine de la justice a été suivie des faits. Puis évidemment, et le ministre, on l'a évoqué avec le ministre d'État, on ne va pas laisser passer les propos d'hier, qui sont des propos qui en appellent à la constitution quasiment de groupes de combat, donc de bandes de milices d'autodéfense. Ce sont des propos qui se démarquent totalement de la police, de la justice. Cet individu est quelqu'un que l'on voit toujours dans les manifestations, qui est aux premières loges pour créer le désordre. Voilà pour Laurent Nunez. C'est un vrai danger, ça, cette constitution de brigade de défense, Linda Kebab? Je suis attachée aux régaliens, donc déjà de manière générale, je suis assez opposée à tous les groupes et toutes les initiatives citoyennes qui consistent à s'accaparer l'usage de la force. Concernant Richie Thibault, je vais être claire, je suis désolée pour mon propos, pour moi c'est un frustré anarcho-libertaire, nihiliste, qui tente d'agglomérer autour de lui une communauté qui n'a absolument rien à voir avec lui. Je ne vois pas quel est le lien entre les musulmans et l'idéologie anticléricale, nihiliste de cet individu. Mais je pense tout simplement qu'il essaie de se créer en fait un fan groupe religieux autour de lui pour se donner une importance politique, et il est clairement en train de faire de la politique en tentant de faire de l'appel du pied à des musulmans qui n'ont rien à voir avec lui en réalité, des gens qui ont juste envie de s'inscrire sur un schéma républicain. Je me demande juste quand est-ce que la justice s'abattra sur ce frustré raté. Et en plus, il y a aussi le sujet de ce collaborateur parlementaire qui a encore accès, parce qu'il y a quelques mois, on avait parlé de son exclusion de l'Assemblée nationale. Il semblerait qu'il ait à nouveau accès
à cette belle institution, alors peut-être de manière plus restrictive qu'autrefois, mais il y a malgré tout accès. Moi, je pense qu'il y a une totale contradiction entre les idées anarcho-libertaires de cet individu et le sens républicain même que doit être l'activité de notre Assemblée nationale. Il n'a rien à y faire, absolument rien à y faire. Je dirais même que sa place est en prison. Linda Kebab, ça c'était... Mais, et ce qui est très surprenant... Jean-Sébastien Ferjou, rapidement. Il y a toujours eu des extrémistes, où il y a aussi Raphaël Arnaud, Antifa. Mais ce qui est très étonnant, c'est que la gauche, ou que les partis alliés à la France insoumise, qui continuent quand même peu ou prou à l'être ou à se projeter dans des candidatures communes, dans un certain nombre de municipales ou bref dans d'autres élections à venir, tolèrent dans leur rang des gens qui relèvent du pur fascisme. Parce que c'est quand même ça. Ils sont en dehors de l'arc républicain. Ils veulent le retour des ligues. À quel moment ces partis-là, qui restent quand même pour partis républicains, à quel moment finiront-ils par se démarquer de ce genre de comportement? Mais ils sont tous atteints de Rima Hassanite. Ils ont vu que ça avait réussi avec Rima Hassan. C'est pire, il est pire que Rima Hassan, Richie Thibault. Bon, bref, on n'est pas là pour faire un concours. C'est quand même le même, à chaque fois c'est le même état d'esprit. Ce que j'aimerais vous demander à la policière et à la syndicaliste que vous êtes, c'est quand même ces attaques au couteau. La récurrence de ces attaques au couteau. Vendredi, c'était une mosquée, jeudi, c'était un établissement scolaire, un jeune de 15 ans qui a plusieurs de ses copains, je ne sais pas si on peut parler de copains, enfin de camarades de classe. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Est-ce que la violence des jeunes est absolument inarrêtable pour vous autres policiers? Je pense très sincèrement, et c'est quelque chose qu'on dit depuis un certain temps, il y a une forme de banalisation du port du couteau en France, pour des raisons multiples. Il y a le principe même, vous savez, c'est un peu un symbole pour certaines personnes de porter un couteau. Nous, on le voit lors des contrôles de police. On a des personnes, qui peuvent nous dire que, notamment dans le cadre des bandes rivales, ils peuvent être porteurs de couteaux au cas où. Il y a évidemment, je pense très sincèrement, une partie de nos concitoyens qui portent des couteaux, parfois, ou plutôt des gazeuses, vous savez, dans les voitures qu'on contrôle. Et des gens qui nous disent on n'a plus confiance dans les institutions et dans leur capacité à nous protéger, à commencer par la justice qui manque de moyens, n'entrons pas dans la polémique à cette heure-ci, et qui, du coup, sont porteurs de gaz lacrymogène, de gazeuses, comme on dit vulgairement, qu'on est obligé de confisquer. Et puis, il y a évidemment tous ceux qui ont pris le couteau comme une forme de totem, et d'autant plus dans un pays où, la réponse pénale face au port de couteau est inexistante. Et je vous dis très sincèrement, aujourd'hui... Il y a une amende. Il n'y a rien du tout. Le porteur d'un couteau, aujourd'hui, il n'a presque plus de garde à vue, parce que de toute façon, ce n'est pas suivi des faits. Et je vous le dis très sincèrement, je vous délivre les coulisses de la police, mais très, très souvent, lors des contrôles, lorsqu'on découvre des couteaux, on les prend, on les appréhende, et puis on laisse l'individu partir parce qu'on sait que de toute façon, c'est une perte de temps pour les policiers. Et donc, ça ne sert à rien d'aller jusqu'au bout. Vous ne connaîtrez jamais une personne qui a fait ne serait-ce une seconde en prison pour un port de couteau, quand bien même le code pénal l'a prévu. Et puis, il y a aussi une chose très simple, et notamment sur ce drame de Nantes, dont il ne faut pas oublier qu'il tourne autour quand même d'un individu dont on peut imaginer un peu survivaliste, un peu l'esprit brouillé, et ça c'est l'enquête qui va le dire. En tout cas à cet instant pour le moment il ne peut pas être entendu. C'est tout simplement la question psychiatrique en France. Le parent pauvre de notre pays, l'absence de suivi des adolescents. Et je veux vous parler d'une chose que tous les policiers vous diront depuis notamment le confinement, c'est la hausse des souffrances psychiques, et notamment violentes chez les adolescents et les très jeunes adultes. Très sincèrement, on a une montée de la violence dans cette catégorie de la population, même chez ceux qui ne se faisaient pas connaître des services de police, qui est le cas notamment de l'individu du lycée Notre-Dame de Toutes-Aides, eh bien, des personnes qui ont désormais un accès à la violence beaucoup plus fort. Si vous ajoutez les couteaux, malheureusement, on aboutit à des drames.